Bonjour à tout le monde. Donc, comme vous avez pu vous en apercevoir, nous sommes donc un cours théorique dans lequel la dimension artistique, malgré le fait que ce n'est pas le thème dominant de cette année, a un rôle assez important et donc dans la compréhension de l'architecture. Et puis, donc, nous avons toujours l'intérêt chaque année d'inviter justement une ou un artiste qui d'habitude, ce qui est le cas aujourd'hui, a des relations assez privilégiées avec l'architecture, pour que vous puissiez aussi avoir une sorte de regard d'une autre discipline sur l'architecture. Et j'ai beaucoup de plaisir et un grand honneur d'introduire donc Madame Renate Buse, qui en 2006 nous avait parfaitement comblé parce qu'elle avait fait une exposition ici à l'école, donc invitée à l'époque par Martin Steinman, qui était professeur de théorie de cette école. Elle avait fait donc une exposition dans le local d'Archizoom, mais elle avait surtout fait, en tout cas pour la perception de son œuvre, un montage dans le pignon, côté place du bâtiment BP, elle vous le montrera tout à l'heure, qui donnait une vision complètement différente à la fois de cette place et de ce bâtiment-là. Donc Renate Buse est une artiste donc, qui a donc eu ses cours à Bâle et puis à la suite à Venise, à l'Accademia dell'Arte. Et puis à partir de la fin donc, de ses études, elle a commencé à développer un intérêt pour les champignons, si j'ai bien compris au départ, qui lui a amené à l'architecture. Donc, je ne sais pas s'il y a une relation directe, mais en tout cas, c'est assez intéressant, cette relation-là. Et ce qui fait que de nos jours, elle fait beaucoup de travaux à la fois en Suisse, mais aussi elle a fait beaucoup d'expériences à Tokyo, à Miami récemment, notamment dans une architecture d'Herzog-et-Moran, ce qui fait qu'elle est constamment en train de travailler avec l'architecture, selon un regard à travers la photographie. La photographie, pour elle, n'étant pas une copie du réel, mais plutôt une forme d'expérimentation par rapport à l'environnement construit et naturel. Je voulais juste vous lire très rapidement une petite phrase pour que vous compreniez peut-être un peu l'essence de son œuvre, et puis après je la passerai la parole parce qu'il n'y a pas mieux qu'elle qui puisse parler de ce qu'elle fait. Mais il y avait eu un article dans la revue d'architecture sur justement cet event qu'il y a eu ici à l'école. Et Olivier Namias, qui était le critique qui avait donc parlé de cette expérience, et disait « Les installations de Renate Buse obligent le bâtiment à endosser sa représentation et à disparaître derrière elle. L'architecture n'est plus que le matériau de base d'une image qui finit par la vampiriser, l'absorber, la détourner. » Et je pense qu'effectivement, c'est assez bien décrit par rapport au sentiment qu'on a par rapport à cette particularité de ce travail. Madame, merci beaucoup d'être parmi nous. Je pense qu'on va passer un très bon moment en votre compagnie et je vous donne la parole. Merci beaucoup. En m'entend, est-ce que ça va? D'abord, merci pour l'invitation de venir ici. Oui, je connais bien, pas mal l'endroit parce que j'étais ici il y a 6 ans pour faire ce projet avec Martin Steinman et Edith Bianchi qui m'avaient invité. Ce que je vais faire aujourd'hui, parce que j'avais aussi demandé à Jana, qu'est-ce que je peux vous montrer. Elle m'avait dit qu'elle aimerait bien savoir comment je choisis les bâtiments, par exemple. Et puis, comment c'est ma relation avec l'architecture. Et aussi, peut-être la relation entre l'extérieur et l'intérieur. Alors, il y a des choses qui combinent les projets un peu. C'est une chose, c'est créer une tension entre l'architecture et l'image. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et ça veut dire créer une tension entre des espaces photographiés et des espaces réels. Also, ça veut dire aussi créer une tension entre 2 dimensions et 3 dimensions. Et si on travaille en espace public, c'est toujours le mouvement et la perspective qui jouent un grand rôle, parce qu'on n'a jamais un point de vue qui est juste. C'est toujours des
plusieurs vues qui sont justes ou qui racontent quelque chose sur un bâtiment. Et puis une chose qui m'accompagne depuis longtemps, c'est une grande fascination pour des grandes villes, parce que je trouve plus de 50% des hommes habitent aujourd'hui dans des grandes villes, et c'est beaucoup plus représentatif comment les gens habitent peut-être à Londres ou à Bombay ou à Berlin ou à New York qu'en Suisse. Et si on travaille avec l'architecture, il faut bouger et il faut aller dans les grandes villes. Moi, j'ai découvert. Et mon intérêt pour l'architecture, au fond, est né, ou j'ai commencé à vraiment regarder l'architecture plus attentivement. C'était quand j'étais à Montréal pour une bourse. J'avais une bourse de Bâle pour travailler à Montréal, en Canada. Et là, je vais parler de ça plus tard. Là, j'ai vraiment commencé à apprécier ou à être intéressée à l'architecture. Mais ce que je veux vous montrer d'abord, c'est deux exemples, ce que j'avais fait avant de faire des projets dans l'architecture et aussi dehors, dans la ville, parce que, oui. Ça, c'est un projet, c'est presque 20 ans que j'ai fait les mushrooms, les champignons. Moi, comme il a dit, j'ai étudié à Venise, j'ai étudié la peinture chez Emilio Vedova. Là, c'était dans les années 80, j'étais intéressée à la peinture, alors j'ai étudié la peinture. Mais après mes études, aussi à l'école d'art à Bâle, j'ai commencé à faire les photos parce que j'étais plus intéressée dans la médium photographie. Et je trouvais qu'avec la peinture, je ne pouvais pas vraiment dire des choses. Et j'avais déjà vu beaucoup de choses et je trouvais que ce n'est pas vraiment mon moyen. Et avec la photographie, c'était pour moi toujours un outil. Alors j'ai commencé à travailler comme un sculpteur avec la photographie, ça veut dire avec la lumière et la matière. Ça, c'est des choses vraiment essentielles dans la photographie. Mais j'étais toujours intéressée dans un aspect spatial et pas vraiment juste deux dimensions. Alors j'ai essayé de aussi aller plus loin qu'un cadre qui normalement où l'image finit. Alors ça, c'est une série que j'ai faite pendant un séjour dans les montagnes, dans les Grisons. J'ai trouvé les deux champignons. Ils avaient cette grandeur et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des surexpositions avec le négatif. Alors, ce que j'ai fait, j'ai juste expérimenté avec ces formes dans mon studio et à la fin, quand j'ai développé les négatifs, j'ai trouvé des formes que je trouvais intéressantes. Mais ce que j'aimais beaucoup, c'est comme une mélange d'approche poétique, mais aussi scientifique. Alors, il y a quelque chose qui est par hasard, que je ne pouvais pas contrôler, parce que c'était quelque chose que je pouvais même... parce que là, je n'avais pas le moyen digital, c'est tout analogue. Alors, je ne pouvais pas vraiment contrôler l'image. Juste après, quand j'ai fait la recherche avec les négatifs, j'ai choisi les formes qui je trouvais sur un niveau contenu intéressant. Et ce que j'ai fait, je les agrandis moi-même dans le labo photo. Ça veut dire j'ai imprimé sur photo, sur papier, parité, moi-même. Je dis ça parce que c'est important que moi j'étais involved, comment dit-on involved? Oui, j'étais pris moi-même dans le processus de l'image, de créer l'image. Alors, faire les tirages dans cette grandeur, c'était déjà quand même un défi. Parce que ce n'est pas des images comme ça, c'est assez grande. Et puis ça, c'était juste une vue d'une exposition à Berlin de les fungi, j'appelais la série fungi parce que c'était des champignons, mais les formes étaient assez abstraites. Et juste pour la grandeur était important aussi pour le spectateur d'avoir une relation aussi physique avec les images. Ils étaient aussi intéressants petites, mais dans cette grandeur, le contenu changeait en agrandissant les formes.
et la matérialité devenait encore beaucoup plus transparente. Une autre série que j'ai fait, c'est travailler avec la mousse. C'était quand même aussi une approche un peu similaire, que travailler avec un matériel qui est complètement fugitif, qu'on ne peut pas vraiment capturer qu'on peut juste prendre avec l'appareil photo. Alors c'est des sculptures qui sont faites pour la photo et pour un moment. Ça, c'était un de mes premiers projets que j'ai fait à l'extérieur de la ville. C'était pour une exposition qui s'appelait Non-lieu. Et moi, je trouvais cet endroit intéressant sur l'idée de non-lieu, parce que le lieu est plus là. On voit juste la tapisserie du vieux appartement. Et j'avais l'idée de travailler avec une image qui rassemble à une publicité, mais qui n'est pas. Alors, on passe avec le vélo et après on se rend compte, j'ai vu quelque chose, mais qu'est-ce que c'était? C'était pas une publicité. C'était l'idée de faire quelque chose qui reste dans la mémoire. Et puis, c'était aussi l'idée de documenter le déchet ou la transformation de l'image avec la construction du nouveau bâtiment, parce que je voulais vraiment documenter, parce que je savais que l'image était collée directement sur le mur. C'était avec une compagnie à Val que j'ai fait ça. Et je voulais vraiment que l'image s'inscrit comme la tapisserie dans le bâtiment, avec un temps pour des semaines, pour des mois. Mais on avait collé cette image une journée quand il y avait beaucoup de soleil. Alors après 3 jours, l'image est tombée. Alors, rien de processus, rien de documenté, c'était tombé beaucoup trop vite. Mais à la fin, l'idée est quand même visible, je crois. Alors, pour l'expérience, si on travaille avec l'architecture, mais aussi comme artiste, je trouve que l'expérience d'espace est une chose très, très importante pour moi. Une Schlüsselerlebnis, comment dit-on en français? Schlüsselerlebnis, a key experience. Était quand j'ai pris un bateau de marchandises pour justement aller à Montréal. J'ai pris un bateau de marchandises d'Italie à Montréal au 96 parce que je savais que j'avais une bourse à Montréal et je voulais vraiment prendre le temps pour voyager et pas prendre avec l'avion, mais vraiment prendre le temps pour ce voyage parce que je savais que je resterais au moins 6 mois à Montréal. Et cette expérience était vraiment complètement spéciale parce que on est sur un bateau, on est très concentré, on a une direction, mais on a complètement une perte de perspective parce qu'on a juste l'horizon. Et cette expérience était juste aussi après arrivant à Montréal vraiment intéressant. Pour la question de espace, expérimentons un espace qui est si vaste et si empty. Ce que j'ai fait un petit journal, j'ai fait beaucoup de photos et à la fin j'ai fait comme un journal, un petit livre avec des textes et toujours avec 2 photos presque du même sujet et avec des textes de mon journal qui racontent un peu cette vie. Cet voyage durait 12 jours et juste pour cette idée d'immense grandeur, à la fin, j'ai choisi un très très petit livre pour documenter ce voyage. Et j'ai juste pris les planches contact parce que je ne savais pas quelle grandeur on pouvait vraiment prendre pour ces photos. Alors j'ai décidé juste de prendre les planches contact qui sont 6 par 6. Ça, c'est un travail, comme j'avais dit, j'ai commencé à travailler avec l'architecture à Montréal parce que Montréal était une ville pour moi, venant de la Suisse, qui est, disons, en Suisse, tout est très propre, tout est très organisé, tout est très clair, et on n'a pas des trous dans l'architecture. Et à Montréal, on arrive et on trouve vraiment beaucoup de styles et beaucoup de contrastes et beaucoup de laid et de beau. Et ça, je trouvais extrêmement intéressante et inspirante. Et aussi pour comprendre un bâtiment, ce que j'ai découvert, il faut vraiment
tourner autour. C'est pas qu'en découvert, on dit oui, ça c'est le parfait angle pour prendre cette photo pour cet bâtiment. Il y a toujours plusieurs vues et plusieurs lumières et plusieurs angles pour comprendre aussi ou pour expérimenter l'espace aussi d'un bâtiment. Alors, ce que j'ai fait, par exemple, le Crescent Hotel, qui est maintenant détruit, que ça n'existe plus, ou bien le Marriott Hotel, ça c'est le bâtiment ici en bas. J'ai pris 2 ou 3 vues qui sont sur une papier photo, mais assez grande, 3 mètres à 2 mètres. J'ai les développées dans le darkroom. Et ce qui était important pour moi de le faire sur une photo, also c'est une feuille ou 2 feuilles qui sont collées ensemble à la fin sur le mur. Et ce qui était aussi important, c'est l'espace entre les formes. Alors, ce n'est pas juste la forme que je montre, c'est aussi comment ils sont placés sur la feuille. Les feuilles sont collées à la fin directement sur le mur. Et c'était juste ça, c'est de Mies van der Rohe. Comment s'appelle le bâtiment? C'est de Mies van der Rohe à Montréal. Et c'est plusieurs vues que j'ai placées. C'était vraiment important de aussi calculer ou inclure le vide. Also, oui, la forme mais aussi l'espace entre. Maintenant, je vais vous montrer quelques photos de Gordon Matta Clark, qui est aussi un grand Vorbild pour moi, une grande inspiration, oui, que je connais depuis longtemps, mais ce que j'aime vraiment bien de Gordon Matta Clark, c'est un artiste qui a aussi travaillé très fortement avec l'architecture, mais qui a vraiment physiquement dans une immense dimension fait des actions dans l'architecture. Et il a aussi pris des bâtiments qui étaient en train d'être démolis après, alors il a choisi des endroits où on avait toujours cet aspect temporaire. Il savait que ce bâtiment serait détruit et à cause de ça, il a montré des choses qu'on ne voyait pas normalement. Alors, il a vraiment une combinaison d'intérieur et extérieur. Et ce qui a aussi fait très très bien, je trouve, il s'est rendu déjà très fort compte que ses œuvres seront aperçues après juste sur la photo et pas en réalité, parce qu'en réalité, il n'y avait pas beaucoup de gens qui ont vraiment vu ces œuvres, parce que c'était toujours des choses qui étaient temporaires pour quelques jours, et puis après, ils étaient détruits. Ça, c'est un exemple d'une œuvre qui s'appelait Bingo. C'était de la maison qu'on a vue avant et qu'il a mis dans la galerie. Alors, il a juste coupé une pièce de cette façade, il l'a mis dans la galerie. Et juste cet acte, je trouve encore aujourd'hui, assez forte. Parce que cette pièce d'architecture raconte quand même assez beaucoup de l'histoire de ce bâtiment. Il n'a vraiment pas changé beaucoup, mais juste coupé et placé dans la galerie. Un autre bâtiment, c'est Split, je crois, il s'appelle, oui, Splitting, 73, je crois. Et juste cette idée de couper une maison comme ça, et puis ce mouvement que quand tu coupes une maison, ça bouge un peu, et puis la manière comment il documente, c'est aussi très très intelligent, parce que c'est une vue qu'on n'a jamais, quand on est dans le bâtiment, on ne voit jamais tous les intérieurs comme ça. Alors, il a fait juste avec une simple photomontage, on n'avait pas encore les moyens digitaux, bien sûr, alors il a juste coupé, et c'est coupé pas très étroitement, c'est assez rudimentaire. Mais justement, à cause que c'est pas parfait, je trouve que ça raconte beaucoup. Alors, cette manière manuelle de faire et de montrer des choses ou de montrer ce bâtiment sur une manière 2 dimensions, mais qu'on peut juste montrer avec la photo, comme ça.
Oui, ce que j'ai dit, ça c'est Gordon Matta Clark qui était vraiment toujours très physiquement involved dans ses œuvres. Alors c'était lui qui a coupé les immenses trous dans les bâtiments. Malheureusement il est mort, peut-être vous savez ça, il est mort il avait cancer, il est mort à 35 ans déjà, mais il a dans une très très courte période de temps, il a créé beaucoup des œuvres. Et il est très très connu aujourd'hui, toujours beaucoup apprécié par des architectes, mais aussi par les artistes. Alors ici c'est très simple, la vue comme ça et la vue comme ça. Il a coupé un trou dans un plafond, mais comme juste ces deux perspectives racontent beaucoup de l'endroit. Alors, maintenant, je vais parler un peu comment je choisis les bâtiments. Alors, parce que cette idée, choisir les bâtiments, c'est pas toujours moi qui choisis, c'est souvent que les bâtiments me choisissent. Ou bien quelqu'un m'offre quelque chose. Ou ça, par exemple, c'était une amie de Canada où on avait exposé ensemble à Lethbridge. Elle était en charge de cet espace. Cet bâtiment était un espace d'art. Et moi, à ce temps-là, j'étais à Berlin parce que j'avais une bourse à Berlin. Et elle m'a invité de faire quelque chose avec ce bâtiment. C'est à Ottawa, en Canada, en downtown. Et là, je trouvais cette situation assez banale, mais justement pour ça, je trouvais ça assez aussi, comment dit-on, très fonctionnel et très très typique aussi pour Canada. Aussi, cette mélange de fonctions est pas très beau, c'est juste une cube très simple. Alors, je voulais faire quelque chose à l'extérieur et montrer quelque chose qui est complètement le contraire de ce qu'on trouve au Canada. Ça veut dire aussi du style. Ça, c'est ce que je montre, c'est un vue d'un cours à Berlin. Et les cours à Berlin, c'est quelque chose qui est très typique pour Berlin. On entre dans un cours et on entre dans un deuxième ou troisième ou quatrième cours. Et ces cours, c'est quelque chose que je trouve intéressant comme espace parce qu'on se trouve en même temps à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. On est toujours dans toutes les deux situations, also être dehors et dedans en même temps. Et là, c'est pour ça que je trouvais ce sujet de cours de Berlin, qui est historiquement, bien sûr, en Europe, et qui est du 19e ou 19e siècle, je trouvais ça intéressant comme contraste. Et puis un autre projet, Kunstmuseum Basel, là par exemple, c'était moi qui a choisi le bâtiment. Moi j'avais reçu à Bâle, quelquefois ils font comme des achats chez les ateliers, chez les artistes. Et au lieu de faire un achat chez moi, dans mon atelier, ils m'ont proposé de faire une installation dans l'espace public. Et ils me donnaient une certaine somme, je crois 10 000 francs, pour faire une intervention dans l'espace public. Et puis là, j'ai décidé de faire quelque chose sur le Kunstmuseum Basel. Mais j'avais la chance que le nouveau directeur, c'était Mendes Burgi, qui venait de Zurich, qui à peine avait commencé avec être directeur. Et il était intéressé dans mon projet parce que c'était moi qui étais allé au Kunstmuseum et j'ai demandé est-ce que je peux faire un travail avec ton bâtiment. Et puis il m'a dit oui, mais qu'est-ce que je veux faire? Et puis j'ai proposé des choses. Et ce que je voulais aussi faire quelque chose avec le bâtiment, montrer quelque chose qu'on ne voit pas à l'extérieur, alors faire visible avec la photographie quelque chose qui se trouve dedans. Et ce que je trouvais intéressant dans ce bâtiment, c'est une chose, c'est les rideaux qui se trouvent dans les avant-chambres. Quand on entre dans le musée, on a les avant-chambres. Avant d'entrer où se trouvent les peintures et les sculptures. Et ces rideaux, ils sont très photogéniques parce qu'ils sont très légers et ils sont semi-transparents. Et
c'était pour ça que j'ai choisi ce motif, pour aussi ouvrir le bâtiment et aussi parce qu'on est dans cette antichambre, on est dehors et dedans en même temps. Et le soir, on a éclairé cette image et c'était beaucoup plus forte encore avec la lumière. Alors c'était pour beaucoup de gens qui venaient avec la voiture, on avait l'idée qu'ils ont construit un nouveau fenêtre qui n'était pas du tout vrai, bien sûr, mais l'illusion marchait vraiment bien. Juste avec la lumière, avec un spotlight, on a vraiment éclairé l'espace très précisément, le plus précis possible. Et dans le cours, ici au Kunstmuseum Basel, on a un cours qui est un peu similaire comme à Berlin. On se trouve dehors en même temps. Et ici, j'ai choisi un coin parce que c'est vraiment le coin qui se trouve derrière. Alors, je fais la photo du coin qui se trouve derrière. Et cette photo ici, ça montre la transparence encore aussi plus fort, mais c'est quelque chose que j'ai juste fait pour la photo, pour la documentation, parce que les gens qui visitaient le musée n'ont pas vu. On a vraiment fait comme une mise en scène avec la lumière du couloir pour avoir cette combinaison de lavage qui est semi-transparent et avec la lumière. Pour ça, je trouve cette image intéressante aussi, parce que ça montre quelque chose du contenu au fond. Maintenant, un film, oui. Alors, je vous ai montré ce film parce que je trouve on voit mieux ce que je voulais, au fond, oui, je voulais montrer que le mouvement fait partie du contenu. Si on bouge dans l'espace, la photographie bouge comme un film. Et ça, c'était vraiment intéressant dans cet espace à la Chaux-de-Fonds, où j'ai placé deux coins et cette série de façades, des photos de la ville. Et puis, 5 ans après, j'avais Martin Steinmann qui m'a invité de faire ce projet ici. Encore une fois, je vais vous lire quelque chose de Martin Steinmann parce qu'il le dit mieux que moi. Je trouve. Il a 5 ans, l'artiste Renate Buser réalisait une installation espace et vide à la Chaux-de-Fonds, en se servant de photographies de ces immeubles d'habitation du 19e siècle qui s'appelaient Massif là-haut.
L'installation dans une grande salle sans fenêtre se composait de 3 œuvres. Pour prendre les photographies, elle avait choisi des angles qui font apparaître les immeubles en forte perspective et elle avait travaillé les négatifs pour enlever les toits et les trottoirs. Les façades rassemblaient ainsi à des éléments de décor sans épaisseur, réduisant les espaces urbains à des vides. L'importance des problèmes d'une telle perception pour une école d'architecture nous a fait proposer à Renate Buser de reconstruire son œuvre, même si la contrepartie, la réalité de la chaux-de-fonds manque. En reconstruisant son installation, l'artiste l'a maintenant réduite pour thématiser cet autre regard avec lequel nous la saisissons. Et si les parois blanches imitent la salle du musée des Beaux-Arts, réduite à 75%, les 2 piliers qui occupent cette maquette rendent présente la salle réelle de l'exposition. Ainsi, une nouvelle couche s'ajoute à ce jeu de la perception de l'espace architectural. Alors, on a vraiment réduit cette installation à 25% et c'était comme entrer dans une maquette pour moi. Et puis, moi j'étais intéressée de faire aussi un projet directement pour le lieu. Et j'étais d'accord de faire cette reconstruction, mais je voulais vraiment faire quelque chose aussi pour le lieu. Et c'est ça que j'ai fait à la fin. J'ai fait une perspective sur le bâtiment BP. BP. Et c'était une idée simple, mais je trouvais c'était aussi un peu un commentaire critique, non pas critique, mais ironique pour l'architecture, l'ensemble de l'architecture qui me semble comme un staffage, comme un décor un peu d'un film. Et aussi, une raison pour ça était aussi qu'on ne pouvait pas faire des trous dans le bâtiment parce que le bâtiment existe vraiment juste matériel isolation et après la couleur. Alors, on ne pouvait vraiment pas faire des trous. Alors, on a dû faire une solution. On a travaillé avec les ingénieurs parce qu'ils ont dit non, on ne peut pas faire des trous. On a travaillé avec des poids. Vous voyez peut-être en bas, là, il y a des poids d'un chantier. Et là, on a attaché la bâche et puis sur l'autre côté, sur le toit, on l'a attaché aussi. Et ça marchait pour 3 semaines, il faut dire, parce que si on la laisserait plus longtemps, mais j'étais complètement contente avec cette solution. Mais alors, ce bâtiment est, pour moi aussi, cette manière d'attacher était une conséquence aussi de toute cette construction. Ce qui était beau, c'est ce changement de matérialité avec la lumière, que dans la nuit, c'était complètement différent. Moi, je me rendais pas compte qu'on a fait que la lumière du nuit était si fort, mais ces jeux de mélange intérieur-extérieur, c'est toujours vraiment aussi quelque chose qu'on voit juste sur la photo maintenant, parce que ou bien on la voyait en passant ou pas. Mais c'était pour moi, c'est pour ça aussi que moi je prends aussi beaucoup de temps pour documenter les photos parce que les installations temporaires comme ça, je me rends compte qu'ils sont temporaires, alors il faut que je fasse quelque chose qui va rester dans une publication, par exemple. Alors ça c'est une phrase en allemand qui dit que c'est de Philipp Ursprung, que je estime beaucoup parce qu'on a fait une discussion une fois dans une exposition de moi. Ça dit, est-ce que tu peux traduire? On dit que l'architecture, elle reste statique, elle ne change pas. Mais paradoxalement, elle est complètement ouverte pour le changement et pour le... Si on encadre la photographie, on se rend compte de le changement parce qu'on n'est pas vraiment, on se rend souvent pas compte que l'architecture change beaucoup. Et si on l'encadre, on se rend compte.
Alors ici, un projet qui est assez récent, et ça, c'est un concours. Moi, je suis pas mal invitée aussi dans les dernières années pour des concours art et architecture, que je trouve être un grand sujet pour le moment, mais depuis longtemps déjà. Cette combinaison entre art et architecture, et aussi dans les bâtiments qui sont construits. Souvent, les bâtiments ont 1%, ça veut dire qu'ils ont 1% de la somme du bâtiment pour intégrer dans l'art. Et aujourd'hui, c'est un peu un problème pour les artistes, parce que beaucoup des architectes pensent qu'on n'a pas besoin de l'art, parce que les bâtiments sont déjà si beaux, comme des sculptures, alors pourquoi faire de l'art? Et ça, c'est, moi, de mon côté, bien sûr, je trouve très dommage, mais je trouve aussi que ça demande une grande ouverture de tous les deux côtés. Parce que moi, je me rends compte aussi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités sur la côté façade pour créer des façades qui sont déjà si forts, si nouveaux, si je ne sais pas quoi, mais beaucoup, qui sont déjà si beaucoup qu'il faut vraiment peut-être pas toucher. Ici, c'était un concours au Valais, à Saint-Maurice, c'est un centre de contrôle de trafic lourd. Et là, c'était les conditions comme ça qu'on a dit, oui, vous pouvez choisir l'endroit, vous êtes complètement ouvert, on n'a pas des conditions à la fin. Et puis, au même temps, ils ont dit, mais tout est déjà occupé. Alors, parce que si on travaille un bâtiment pour le centre de trafic lourd, alors on a beaucoup de conditions, beaucoup de restrictions. Mais j'ai essayé quand même de trouver quelque chose qui m'intéresse. Alors, c'était une mur qui va dans le bâtiment, parce que ici tous les voitures doivent passer pour entrer dans le bâtiment pour être contrôlées. Alors c'est ça, c'était mon mon présentation pour le jury, et à la fin on a fait ça. Alors c'était une idée très simple, mais le titre est Sortie 20 Sud, parce que le Sortie 20 Nord, c'est le sortie de la autoroute à Saint-Maurice. Et moi, je appelais ça Sortie 20 Sud, alors ça veut dire si les autos peuvent entrer, mais tout de suite sortir. Et le grand défi était de trouver une courbe une tunnel qui marchait bien avec le courbe, on voit pas bien, mais c'est un mur qui est dans une courbe. Alors il fallait trouver un tunnel qui était ouvert à la fin, mais qui marchait bien avec l'architecture. À la fin, j'ai trouvé cette tunnel à Aigle le meilleur. Et ce qui est intéressant, que si on change l'angle, la grandeur change aussi. Ici, on a l'architecte qui contrôle la qualité de la bâche. Mais je crois qu'elle était contente, parce que c'est vraiment tendu très fortement. Et on m'a dit, mais est-ce que vous n'avez pas des problèmes avec le vandalisme et tout ça? Et ça, on me demande beaucoup. Et jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu des problèmes avec le vandalisme, parce que je crois que beaucoup de gens ne voient même pas que c'est une œuvre d'art. Alors, parce que c'est quelquefois si trompe l'œil qu'ils ne reconnaissent pas comme l'œuvre d'art, je crois. Mais bien sûr, à l'extérieur, c'est une bâche, alors je ne sais pas, ça va tenir 10 ans, peut-être 20 ans, mais parce que c'est une photo, on peut toujours refaire. Alors là... Un autre projet pour le banque Pictet à Genève, ça c'était très directement une demande de la banque Pictet, de la femme qui s'occupe de la collection de la banque Pictet, qui a une collection suisse, alors elle collectionne des œuvres suisses. On parle de cette mur-là. Loa Pictet connaissait bien mon travail et elle voulait que je fasse un travail sur ce mur. Mais d'abord, il y a 6 ans,
D'abord, on parlait juste de cet échafaudage, faire quelque chose qui est temporaire pour le temps quand ils reconstruisent le bâtiment derrière. À côté, on ne voit pas bien, mais à côté, il y a le nouveau banque qui a été construit par Andrea Bassi ici. Mais il y avait plusieurs raisons qu'on n'a pas fait ça, malheureusement. Alors j'ai oublié, puis c'était un peu triste, mais alors on dit ok, on ne fait pas. Et puis après ils ont fini, elle est revenue. Après, il y a 2 ans, elle est revenue et puis elle m'a dit on refait maintenant, mais on fait permanente. On ne fait pas sur l'échafaudage, mais on fait directement sur le mur. Est-ce que tu peux nous proposer quelque chose? Alors j'ai proposé une image de Tokyo, d'un quartier qui s'appelle Shinjuku, qui est un quartier plein de banques, plein de développement. Mais je voulais mélanger cette vue de Tokyo avec les vues qui se trouvent tout à côté. Alors, à droite, vous avez une vue du bâtiment qui est vraiment le bâtiment, et l'autre côté est la prolongation du bâtiment de Andrea Bassi. Et je voulais mélanger des vues qu'on connaît, qu'on voit tous les jours, avec des vues qui sont étranges, qui sont de très loin. Et créer quelque chose qui pourrait être comme ça. Alors, créer comme une fiction. Aussi, ce bâtiment ou ce quartier à Casillas est en plein développement. Alors là, ils vont construire dans les prochaines années beaucoup de bâtiments, des nouveaux bâtiments. Et si on parle de permanente, installation permanente, dans ce cas ici, on laisse 5 ans. Alors, après 5 ans, on va discuter. Et on va voir si ça va rester ou bien on va le démolir. Ici, c'était leur maison Kunsthaus Basel-Land, près de Bâle, qui m'a demandé de faire une exposition. Et ici, j'ai travaillé aussi avec le bâtiment, parce que souvent, je trouve intéressant d'expérimenter l'espace avec la photographie et montrer quelque chose qu'on peut montrer avec la photographie en plaçant dans le bâtiment. Parce que souvent, on ne voit pas si on le photographie pas. L'intéressant, c'est vraiment avoir cette mélange entre l'image photographiée et le bâtiment réel. Alors ici, il s'agit d'une vue qui se trouve vraiment derrière dans la façade. Et en agrandissant, on joue beaucoup avec les échelles, oui, les échelles. Et aussi l'agrandissement montre quelque chose c'est vraiment un médium qui fait la photographie. Elle montre quelque chose qu'on ne peut pas voir en réalité. Alors, ça, c'était une partie de l'exposition. Ça, c'était le sujet que j'ai pris pour mettre dans cette niche. Et parce que c'était pas si grand, c'est l'entrée pour l'escalator. Ça marchait très bien avec le mouvement. Alors c'était vraiment comme un film quand on bougeait dans l'espace. Et ça j'aime bien j'essaie toujours de mettre en mouvement la photographie au fond, oui. Ce que je fais aussi, parce que si on travaille site-spécifique avec les bâtiments, il faut aussi développer un travail qui est moins site-spécifique, mais qui joue sur un autre niveau avec l'espace. Alors, j'ai passé beaucoup de temps à Berlin, aussi à Londres un petit peu, à Tokyo, à Paris. Et par exemple, cet bâtiment, je trouve extraordinaire. C'est un bâtiment dans les années
30, hein, à peu près, ou 40, Gropiushaus à Berlin. Pour cette vue, j'ai dû bouger dans l'espace, parce que ça, on ne peut pas faire de la rue. Il faut bouger dans l'espace pour avoir une vue qui est complètement étroite. Et pour donner cette idée que ce bâtiment continue en haut et en bas. Alors, ça, c'était l'idée de couper le bâtiment comme ça, qu'on a comme une idée que ça pourrait continuer pour forever. Ça, c'est une vue que j'ai prise de Thomas Struth, un photographe très très connu en Allemagne, qui a fait le même quartier en Tokyo dans les années 86. Et mon photo de la même quartier, c'est de 2005. Ça aussi, c'est de Shinjuku, c'est un hôtel. Ça, juste oui, c'est aussi une manière de mouvement dans l'architecture. Mais ça joue beaucoup avec l'encadrement, bien sûr. Si je montrerais plus, ça jouerait pas si bien, je crois. Il faut vraiment couper au même, encadrer bien. Ça, c'est un projet à Miami que j'avais fait pour... c'était exposé 2 ans. Et tout le monde passe avec la voiture près de ce bâtiment. Maintenant, on a une grande garage de Herzog de Meuron. Et maintenant, on ne voit plus ce bâtiment comme ça. C'était... le propriétaire de ce bâtiment m'a invité de faire une installation avant qu'il commence à construire. Alors, il voulait que je fasse quelque chose qui joue avec le bâtiment. Et c'était la première fois que j'ai connu le style brutalisme, que j'ai vraiment aimé beaucoup à cause de ce bâtiment qui est, oui, je trouve très fort. Brutalist architecture, j'ai jamais entendu ce mot. Et quand je faisais ce projet en 2006, j'étais assez fascinée, bien sûr, à cause de cette forte structure et cette clarté, ou comment dit-on, oui, très simple, très fort, mais très beau. Et ce que j'ai fait, j'ai ouvert avec 2 perspectives, j'ai ouvert le bâtiment. Et ce que j'ai aussi, je voulais vraiment qu'on le voit en passant, en mouvement, parce que tout le monde passe avec la voiture. Alors, cette perspective avec la voiture marche bien. Maintenant, un projet que j'ai fait il y a 2 ans à Paris, ça c'était sur invitation aussi, c'est la cité universitaire de Paris, peut-être vous connaissez. C'est un endroit où on trouve à peu près 35 bâtiments, c'est tous des bâtiments pour des étudiants, pour habiter. Et chaque pays a un bâtiment, alors les Suisses, les Allemands, les Hollandais, c'est très intéressant à cause de ça parce que chaque bâtiment a son style. Il y a des bâtiments qui sont très connus, qui sont aussi comme des monuments nationaux. Et moi, j'étais invitée de faire quelque chose sur l'architecture et faire quelque chose visible qu'on ne voit pas parce qu'ils avaient un Anne Honora, M. Honora, qui a fondé cet endroit et qui a fondé ça dans les années 20 après la guerre, pour avoir quelque chose qui relie les différents pays et gens ensemble. Ça veut dire dans chaque bâtiment, il y avait une moitié dans les gens, des gens qui étaient dans le pays et les autres dans des autres pays. Alors ça mélangeait dans les bâtiments. Et c'est, comme vous voyez, ce que j'ai fait, d'abord, j'ai fait une grande recherche sur les bâtiments. J'ai bougé beaucoup à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, parce que je voulais voir comment ils sont ces habitations des étudiantes. Et à la fin, il fallait choisir, parce que il y avait au moins 15 bâtiments que je trouvais intéressants, mais c'était aussi une question de l'argent. Alors, on a choisi 4 bâtiments. Ça, c'était le premier bâtiment Deutsch de la Meurthe, qui était le premier qui était construit. Et c'était l'idée de faire montrer quelque chose de la qualité des bâtiments. Alors, ici, dans ce cas, c'était l'escalier qui se trouvait derrière.
Ici, c'est un très fameux bâtiment de Corbusier, c'est la fondation suisse. Oui. Et moi, j'ai aussi habité 2-3 fois dedans et je dois dire que c'était vraiment un des meilleurs aussi à cause de la organisation d'espace. Also, il faut dire que Corbusier était vraiment, j'ai vraiment expérimenté ça moi-même quand j'ai dormi 2-3 fois là-dedans. Très simple, avec le moindre, il a fait le meilleur. Aussi, c'est la première fois que je travaille avec la couleur. Je n'ai pas encore parlé de la couleur au noir et blanc, mais la couleur ici était vraiment un sujet. Corbusier a mis la couleur très précisément dans l'architecture. Et c'est pour ça que je voulais aussi une photo couleur. Normalement, je prends le noir et blanc en espace public parce que ça renforce les structures et c'est une forme d'abstraction que je trouve intéressant. Et je me distingue un peu aussi du trompe-l'œil classique qui est en couleur. Alors, avec noir et blanc, on est souvent plus abstrait, mais aussi plus fremd, wie sagt man, étrange un peu, oui. Pour cet bâtiment, parce que c'est un monument national, il fallait aussi trouver une construction qui ne touchait pas le mur, parce que le mur était aussi, il venait d'être reconstruit, on ne pouvait pas toucher, on ne pouvait pas faire des trous, alors il fallait trouver un système qui marchait sans trous. Et on a trouvé et ça marchait très bien. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment des techniciens, des gens qui pensent avec. Alors pour moi, c'est aussi une grande collaboration entre architectes, techniciens et artistes, parce qu'ils sont motivés de. Bien sûr, ça coûte quelque chose, mais on peut trouver toujours trouver des solutions qui marchent. Et ici, on avait trouvé un système avec juste des cordes qui tenaient ensemble la bâche, avec la tension. Peut-être vous voyez là en bas à droite. Alors ça, c'est la maison centrale, c'est la maison quand on entre dans le jardin, on voit ça tout de suite. Et ici, il s'agit d'une vue qui se trouve vraiment derrière. Quand on entre dans le bâtiment, on est dans cette halle. Et ça, c'était la maison des Hollandais de Dudok, qui est aussi très fameux, un monument national qui est aussi très très beau, mais qui était très vieux. Et maintenant, je crois qu'ils sont en train de reconstruire ça. Et ici, c'était le défi de faire une image qui marche sur 4 mètres à 25 mètres à peu près. De trouver quelque chose qui marche dans cette longueur et qui était visible aussi de la rue. C'était l'unique image qui était vraiment visible du tram et de la rue. Maintenant, je vais vous montrer quelques photos de Brutalist Architecture parce que, à cause de ce projet à Miami, je me suis vraiment intéressée pour Brutalist Architecture parce qu'ils ont quelque chose de très sculptural dans les façades, dans la manière de construire. Alors, l'année dernière, j'ai passé quelques semaines à Londres pour faire une recherche sur Brutalist Architecture. Ça, c'est Robin Hood Gardens de Alison and Peter Smithson. Ils vont détruire ce bâtiment, malheureusement. C'était sous protection, mais maintenant, ils vont détruire. C'est un bâtiment social, on dit, habitation sociale. Mais c'est vraiment, moi je dois dire, c'est vraiment, ça a l'air triste. C'est un intéressant bâtiment, mais ça a l'air triste. pour vivre dedans, c'est autre chose que juste construire, je dois dire. Hein. Also, construire, c'est autre chose, mais vivre dedans. Ça, c'est Goldfinger. Ça, c'est Erno Goldfinger, le Balfront Tower. Ça, c'est Barbican Center. Ce que je fais, normalement, je travaille avec une chambre, ça veut dire un grand appareil photo analogue avec des grands négatifs. Pour cette photo, il fallait que je bouge dans l'espace parce que ça, on ne peut pas faire de la rue. Alors, il fallait que j'entre dans parce que le Barbican Center, c'est une grande centre dans le milieu à Londres. Il y a 3 tours et puis il y a beaucoup de bâtiments autour.
C'est un complexe qui a discuté beaucoup parce qu'on n'était pas très heureuse dans les années 80 quand ils ont construit, parce que on pense oui, c'est trop rigide, trop dur, trop lourd. Mais là, par exemple, si on entre dans les appartements, ils sont très très élégants, très beaux. J'étais complètement surpris. Ça, c'est un vue d'un cours, mais un vue qui est fait digitalement. C'est pas construit avec le Sinar. Ça, c'est encore Trellick Tower de Goldfinger. Il a étudié, je crois, chez Corbusier, parce que les appartements sont sur 2 étages. Et moi, je trouve juste cette idée d'aller avec l'escalateur et puis aller à travers les petites couloirs là, dans le vide par exemple, ça je trouve intéressant parce que ça on trouve pas en Suisse, c'est vraiment quelque chose. Il faut aller dans les grandes villes pour trouver des bâtiments comme ça. Ça, Center Point. Et maintenant un projet que j'ai fait à Bâle, qui était aussi un concours que j'avais gagné l'année dernière, complètement autre chose. Un nouveau bâtiment, les gens habitent là et moi j'avais l'idée, ils ont aussi laissé ouvert l'endroit où on pouvait intervenir. Alors moi j'ai choisi les escaliers parce que c'est des escaliers qui sont très narrow, très étroites. Alors je voulais ouvrir l'espace avec mes photos. Et ce que j'ai fait, j'ai fait des photos pendant la construction. Alors je suis retournée de temps en temps sur la construction. Et j'ai fait comme des moments, des états du bâtiment jusqu'à la fin, jusqu'à les gens ont commencé à déménager dans les appartements. Alors c'est vraiment l'idée d'ouvrir avec les photos et donner la lumière et de l'espace dans ces endroits assez étroits. Je vous montre toujours 2 photos parce que vous comprenez mieux ce que j'ai fait. Parce que si on voit juste le photo en haut, on ne comprend vraiment pas bien. Mais si vous voyez toujours 2 vues, je crois qu'on comprend mieux. Ce que je dois dire, que sur ces photos, pour la documentation, j'ai utilisé une grande angle. Ça veut dire, si on est vraiment dans l'espace, on ne voit jamais comme ça. Hein. C'est un peu triché. Also, c'est pas vraiment triché, mais c'est une question de wide angle. Une autre chose que je fais de temps en temps, juste des petits objets, c'est aussi quelque chose que je fais produit pour ma galerie à Bâle, pour avoir quelque chose qui joue avec l'espace, mais qui est moins site-spécifique. Et maintenant, alors c'est bientôt fini. Maintenant, une série que j'ai commencée il y a 6 ans, parce que travailler en espace public, oui, et faire les choses site-spécifiques, c'est très très intéressant, mais c'est pas quelque chose qu'on peut attendre tout le temps. Alors, il faut aussi développer des autres routes. Et ce que j'ai fait une série de travaux, des œuvres où je joue aussi avec l'intérieur et l'extérieur. Ça, c'était une série que j'ai fait avec des photos de Beaugrenelle à Paris. Beaugrenelle, c'est un quartier au milieu de Paris qui est, je trouve, très intéressant parce que c'est construit dans les années 70, tout en même temps, à peu près. Et je voulais... peut-être je montre un autre... ça. C'est comme des grands backdrops et je voulais activer les photos, l'architecture avec quelque chose qui est vivante et je ne voulais pas prendre les humains. Et ça, cette photo ici, c'était un snapshot que j'ai fait avec le chien de ma cousine. Et ce que j'aimais à cette photo, c'était l'échelle, bien sûr, parce que ce petit chien semble immense, mais il était quand même assez petit. Mais ce jeu avec l'échelle, j'aimais beaucoup.
Et aussi cette jeu avec noir et blanc et couleur. Je voulais, le chien devait être couleur pour avoir cette distance entre les espaces et les temps. Alors le temps quand j'ai fait la photo à Paris et le temps quand j'ai fait la photo dans mon studio. Et puis j'ai fait comme une série des travaux avec des chiens qui sont venus du Hundeheim. Comment dit-on Oui. Et puis ça, c'est un endroit où je pouvais installer une des photos dans un petit château près de Bâle, où j'ai gagné un prix. Et ça marchait vraiment très très bien, ce chien, dans ce contexte Louis XIV. C'est un peu Louis XIV. Et c'était bien sûr très... Ce que je voulais aussi dire, que j'ai laissé... On voit vraiment, si on voit bien... Les bandes de papier, parce que je ne voulais pas que ça a l'air d'être comme un Photoshop. Bien sûr, on pourrait faire ça en Photoshop très vite, mais pour moi, le plus intéressant, c'était l'expérience avec les chiens dans mon studio. Parce que les chiens sont venus avec une dame qui a conduit les chiens. Alors, on a quand même fait beaucoup de photos et c'était assez chaotique aussi. Mais c'était cette expérience, travail avec les chiens dans les photos, dans les backdrops. J'ai fait aussi avec les hommes. Ça, c'est une scène que j'ai vue à Tokyo. Et quand je suis retournée, j'ai décidé de mettre en mise en scène cette scène. Ça, c'est l'œuvre et ça, c'est le protagoniste. Okay. Alors, c'est le dernier projet que je vais vous montrer. Je vais vous montrer juste un film de 5 minutes. Je ne veux pas dire trop, je crois. J'aimerais bien que vous peut-être posez encore des questions après. C'est un projet qui est maintenant à Aigues-Mortes. Aigues-Mortes, c'est au sud de la France. Et Aigues-Mortes, c'est une ville qui a été construite au Moyen Âge, 13e siècle. C'était Saint-Louis qui a construit Aigues-Mortes. Et c'était l'unique port de la France au XIIIe siècle. Et Aigues-Mortes consiste d'un mur et puis d'un petit village de 5000 personnes. Et c'est très beau parce que cette mur est toujours la même manière comme au Moyen Âge. Et c'est maintenant un centre monument national, ça veut dire c'est comme un musée, on peut marcher au-dessus. Et puis le centre des monuments nationaux de Paris, ils font des expositions avec leurs monuments. Et puis la femme qui s'occupe de ce monument-là, c'est une architecte, elle m'a invité de faire un projet. Et moi, j'étais quand même étonnée qu'ils m'ont invité parce que j'ai tout de suite vu que c'est un monument national et ça va être très compliqué pour la question d'attacher. Et puis, il y a beaucoup de vent à Aigues-Mortes, c'est le Mistral. Alors, si on travaille avec les bâches, alors c'est difficile. Mais ils étaient très enthousiastes et c'était aussi... l'idée de faire un parcours, parce que si on marche sur les remparts, on traverse toujours les tours, et c'était l'idée de faire un parcours, pas faire juste une photo, faire plusieurs. On avait 12, et puis à la fin on a fait 7. Et ça déjà c'était beaucoup, 7 je crois. Alors, mais pour le parcours, c'était important d'avoir cette idée de découvrir de temps en temps quelque chose de l'architecture qu'on ne voit pas forcément si on marche comme ça sur les remparts. Et j'essaie toujours, ici c'était clair, Moyen-Âge, ça doit être noir et blanc. Alors là, pas question de couleur, c'était vraiment... Les tours, dans les tours, c'est très dark, c'est sombre, on n'a pas beaucoup de lumière. Pour faire les photos que j'ai fait avec le Cynard, j'ai exposé jusqu'à 3 ou 5 minutes. C'est long, oui c'est assez long. Mais parce que je travaille souvent avec la lumière du jour et pas avec la lumière artificielle quand je fais les photos. Alors, je vais vous montrer pour finir ce petit film.
C'est fini. Oui, oui, souvent, oui. Mais ce que je fais beaucoup, c'est surtout aller sur place. Aussi ici, j'ai visité 2-3 fois. J'ai fait des esquisses, j'ai envoyé les esquisses, puis je suis allée avec la chambre. Et puis je suis allée avec des tests. Je fais toujours des tests de la grandeur 1 à 1, also juste des coupes, mais sur la bâche pour voir les contrastes, pour voir la qualité de la bâche. Ça, c'est pour moi très important. Mais parfois, vous avez des jeux de perspective qui sont assez précis. Oui, c'est... Avec le mouvement, mais qu'il faut quand même bien mettre en place. Oui, oui, non, c'est... Ici, par exemple, c'était le défi qu'on ne voit pas la construction derrière. Ici, sur chaque image, il y a des grandes constructions derrière parce qu'on n'a pas fait des trous. Alors, on a tout construit en métal. Et cette construction, c'est tout avec la tension en bas et en haut. Incroyable. Alors, c'est des constructions qui ont une épaisseur comme ça. Et moi, pour moi, c'est toujours important d'avoir ce lien entre l'architecture et la photo, que c'est le plus net possible. Bien sûr, si on bouge, on voit derrière, mais ça ne me dérange pas. Mais il faut avoir cette idée de couper l'architecture avec l'image. Oui, c'est assez précis, oui. Ils ont fait un good job. Ils ont travaillé très bien là. Oui. Vous exposez à la fois dans l'espace public et dans des galeries, dans des lieux qui sont plus réservés à l'art Oui. conventionnel. Et il y a pas mal un débat parfois autour de l'espace public et de la place de l'art. Est-ce que ça doit être dans la ville ou plutôt dans des musées? Oui. Comment vous vous situez par rapport à ça? Mais... Et pour vous, quel est le lieu qui va accueillir votre œuvre? Est-ce que c'est plutôt un espace dédié à ça ou un espace public? Mais c'est justement cette raison, cette envie d'aller en un espace public, d'exposer dehors d'une institution de l'art, que j'ai commencé à faire ces installations dehors, parce que on parle toujours du white cube, d'une situation qui est très neutre, très clean, très propre pour l'art. Il y a pas mal de mouvements des artistes qui ont, à cause de ça, essayé d'aller dehors, faire plus partie de la société, de l'espace public. Parce que pour moi, c'est un autre défi de montrer quelque chose qui se distingue comme œuvre d'art en espace public et qui n'est pas juste publicité. Parce que l'espace est très très fort occupé par la publicité, par des immenses images ou par beaucoup de choses. Mais bien sûr, je suis aussi intéressée de faire des choses qui marchent aussi dedans. Maintenant, je me place, je crois, dedans et dehors. Dehors et dehors. Je veux pas juste... Parce que les choses que je fais dehors, c'est souvent vraiment temporaire. Et j'ai un peu aussi l'idée de faire des choses qui sont plus pas pour l'éternité, mais plus durables peut-être. Est-ce que c'est une réponse? Oui. Est-ce que c'est dans cette superposition entre des photos d'intérieur que vous mettez souvent à l'extérieur, que vous avez le sentiment d'être proche de Mata Gorman-Planck? Cette notion de voir l'intérieur depuis l'extérieur et autres. D'être proche à l'architecture ou Oui, proche. oui, de voir. Ah oui, c'est ça. Yes. Non, c'est juste lui, il l'a fait vraiment physiquement. Moi, je fais avec image et plus sur le côté illusion. Mais bien sûr, c'est ça que j'estime beaucoup dans son œuvre. C'est un des premiers qui a
qui a montré quelque chose qui est normalement pas visible dans l'architecture. Vous essayez aussi de faire un peu la même chose. Oui, c'est ça. Mais avec l'outil de la photographie. Et je crois, oui, je crois vraiment avec la noir et blanc, on peut, avec la photographie, je peux montrer des choses qu'on ne voit pas en réalité. Parce que le moyen de la photographie montre quelque chose avec l'abstraction aussi de noir et blanc, par exemple, qui est comme ça pas visible. Et je trouve la combinaison intéressante. Est-ce que la taille du support vous oblige parfois à déformer les images? Non, souvent c'est que la taille de support vient après l'image. Alors, par exemple, ici, on avait vraiment beaucoup de restrictions parce que j'avais beaucoup des idées pour beaucoup des endroits. Mais il fallait choisir les endroits où c'était possible pour faire des images si grandes et plats qui n'étaient pas comme ça, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sortent de la mur. Et puis, c'était vraiment une discussion avec l'architecte, avec les responsables, de trouver les endroits où c'est intéressant sur un côté esthétique, où on voit de loin, mais aussi où c'est faisable. Parce que une chose c'était le phare, parce que moi j'avais une idée avec les escaliers, mais juste sur une côté, vers la terrasse, et puis le curateur de cette exposition, parce que ça faisait partie d'une exposition Monuments et Imaginaires, il a dit, mais pourquoi tu ne fais pas une image qui va autour? Et puis j'ai dit oui, je peux essayer, mais ce n'est pas si facile de faire une image qui marche autour. Mais à la fin, je trouvais cette idée très intéressante d'aller, parce que le phare, c'est la chose qu'on voit de loin. Alors, si on voit de loin le phare, si on approche Aigues-Mortes, c'est un truc important. Oui. J'ai une question par rapport à... Parce que c'est des œuvres qui finalement restent 3 semaines, voire un peu plus, mais surtout qui s'adressent en général à une certaine mobilité du spectateur. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Enfin, la photo, elle ne s'adresse pas par rapport à un point de vue, il faut la comprendre dans différents moments. Oui, c'est ça. Et puis, même quand vous vous rendez compte de vos travaux, vous utilisez la vidéo pour vous transmettre Oui. la sensation. Et alors là, je me demandais si vous avez déjà envisagé la vidéo comme un médium de ce que vous faites, ou vous voulez rester avec la photographie. Mais la vidéo, pour moi, c'est pour le moment quelque chose juste pour documenter mes installations, parce que le mouvement est vraiment important. Et vraiment cette idée d'avoir plusieurs perspectives sur une œuvre, qu'on n'a pas vraiment une perspective qui est là juste, c'est toujours le mouvement du spectateur qui fait partie. Mais la vidéo, pour le moment, non, c'est... mais peut-être, on ne sait jamais. Mais je reste avec la photographie, je crois jusqu'à maintenant, ça marche bien, parce que la photo c'est statique, mais le mouvement, le spectateur est pas statique, alors c'est ça le jeu. Mais c'est une raison pourquoi je documente, sur mon site web, j'ai beaucoup de films pour montrer les idées, parce que ça marche beaucoup mieux avec les films que juste avec des photos. Et ce que je voulais aussi dire ici, malheureusement, Aigues-Mortes, il y a toujours beau temps. Pas toujours, mais j'étais là il y a 3 semaines, je crois, et c'était un temps incroyable, très mélancolique et beaucoup plus beau pour les photos. Ça, c'est une lumière qui est presque trop beau parce que c'est trop bleu, et trop clair, et trop des touristes aussi. Mais en hiver, où ça marche très très bien, c'est complètement autre chose. Je veux juste dire que les bâtiments changent aussi beaucoup avec la lumière. Et comme ça, le contenu change aussi beaucoup. C'est pour ça que je essaie d'aller aussi plusieurs fois dans l'année pour documenter, pas juste cette vue avec le ciel bleu, c'est beau, mais pour la photo, pas vraiment, parce que cette idée de mélancolie ou bien peut-être l'histoire d'un endroit, et c'est une histoire lourde, le Moyen-Âge. Ah oui, peut-être pour ça.
Oui, je fais ces concours en pourcent. C'est souvent aussi avec des architectes que je connais. Alors, mais souvent, je travaille sur des bâtiments qui ont déjà une histoire. Alors, mais ce que j'ai vu, je vous ai montré Sortie 20 Sud, par exemple. Ça, c'est un projet que j'ai après développé aussi avec les architectes un peu. J'avais l'idée. Sur un projet d'architecte, Ah, et vous venez comme artiste. ouais, c'est ça. Pas trop, parce que il me semble que moi je suis complètement ouvert pour beaucoup des idées. Mais il faut quand même, moi je crois qu'il faut vraiment une collaboration. Les architectes doivent connaître l'œuvre de l'artiste et aussi l'autre sens. Also, l'artiste doit connaître l'œuvre de l'architecte. Et si on estime, là, on a déjà une bonne base pour un bon travail, je crois. Mais vous imaginez jamais qu'il y aura des possibilités De collaborer avec des architectes sur les projets d'architecture? Oui, je peux m'imaginer, mais bien sûr, je peux m'imaginer. Mais c'est clair que jusqu'à maintenant, j'ai souvent travaillé temporaire. Cette question de temporabilité, alors ça c'est une question qui se pose autrement chez les architectes, je crois. Et moi, j'ai la chance que je construis juste pour le temps, pour un certain temps. Et puis après, on enlève. Ça, on va enlever dans 2 semaines. Ça, il y a aussi un avantage parce que je vois, par exemple, si je suis invitée dans un concours où je sais que ça va être permanente, je suis souvent trop intimidée parce que je sais que ça va être resté pour l'éternité. Ça déjà, ça donne quelque chose qui me stresse un peu quelquefois. Mais moi, je trouve que c'est une question intéressante. Parce que aussi, quand j'étais en Japon, par exemple, là, j'ai vu que le temps d'un bâtiment dure 10 ans ou peut-être 20 ans. Après, c'est vieux. Et chez nous, c'est autre chose. Mais là, après 20 ans, un bâtiment est très, très vieux déjà. Alors, on détruit et puis on reconstruit peut-être. Mais ici, l'âge d'un bâtiment est complètement une autre chose. Mais ça, je veux aussi encore dire, j'aimais beaucoup ça parce que c'est quelque chose qui est qui a été construit comme Festungsmauer, also comme contre la guerre, quelque chose, un mur très fort, très fonctionnel, mais qui est aujourd'hui très très beau parce que c'était si fonctionnel. C'est vraiment, il n'y a pas la question d'esthétique là, mais ce que j'aime bien, c'est vraiment les murs qui sont 6 mètres d'épaisseur et si on marche là, tout le monde est à cause de ça. C'est à cause de ça que beaucoup de gens, tous les touristes, vont là à visiter parce que ça raconte quelque chose d'une histoire du Moyen Âge, mais aussi d'un Umgang mit, wie heißt das Umgang, une manière de traiter, l'espace sur un niveau complètement fonctionnel, mais après 6 ans de temps, on a l'idée de quelque chose qui est très beau. J'avais juste une dernière question. Montréal a été un moment très important pour vous, parce que oui. c'est la découverte de l'architecture. Un peu, oui. La manière dont vous avez présenté ça, je me posais si ce moment clé qui a été le voyage, cet horizon constant, si vous a fait découvrir autre chose dans l'architecture. Oui, peut-être, non, parce que bien sûr, depuis longtemps, je connais beaucoup des architectes et j'avais beaucoup aussi des relations personnelles avec des architectes et c'était déjà avant Montréal. Alors, pour ça, moi, je crois bien que ce voyage était important d'avoir pas des maisons, voir rien, juste l'eau et le ciel. Et puis on entre dans une ville que j'aimais pas du tout au commencement, que je détestais. Après 2 semaines sur le bateau, cette chaos, cette Stillosigkeit, cette manque de style au fond, que tout est possible. On détruit, on construit, on se fout, comment dit-on, on se occupe pas du voisin. Et
au commencement, j'étais vraiment un peu choquée, mais après, j'ai apprécié beaucoup. Parce que c'est un mélange de culture aussi qui est intéressant. Mais c'était un moment clé, le passage. Très bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je voulais encore une fois remercier beaucoup Madame d'être venue nous montrer. On a passé un très bon moment. Je vous remercie. Merci pour votre attention.